Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de la série podcast de Finadir dans lequel on va plonger dans le métier passionnant d'actuaire dans le secteur de l'assurance. Ce métier combine mathématiques, analyse de risque et technologie. On a la chance d'accueillir Vũ Đức Hiển, un actuaire qualifié et fondateur de la société Solvency, spécialisée dans les logiciels actuariels et la modélisation financière. Bonjour Đức Hiển. Bonjour Maï, bonjour à tous. Merci d'être présent ici aujourd'hui avec nous. Pour commencer, peux-tu nous expliquer ce que c'est le métier d'actuaire dans le domaine de l'assurance et en quoi consiste ton travail au quotidien? Oui, bien sûr. Donc, un actuaire, c'est un professionnel spécialisé dans l'analyse, la gestion et l'évaluation des risques. Donc, ce métier combine différentes compétences, notamment en mathématiques, pour modéliser et prévoir des événements incertains, notamment dans les domaines de l'assurance, de la prévoyance, des retraites, mais aussi des investissements. Dont les tâches principales d'un actuaire, ça peut être la conception des produits. Vous serez amené à développer des contrats adaptés, que ce soit en assurance vie, santé, responsabilité, etc., en tenant compte des risques et des attentes des clients. Vous pouvez aussi faire de la tarification pour déterminer les primes ou les cotisations des produits d'assurance, en voyant à leur rentabilité, à leur compétitivité. Une autre tâche peut être le reserving, c'est-à-dire la gestion des réserves en français. Donc là, vous serez amené à calculer les provisions financières nécessaires pour couvrir les engagements futurs. On peut aussi travailler dans la conformité afin de s'assurer que les entreprises respectent des normes et des lois en matière de solvabilité et de gestion des risques. Ce qui amène à une activité d'évaluation des risques, analyser les probabilités d'événements comme des accidents, les décès et des sinistres, et estimer leur impact financier. Et enfin, on peut faire aussi de la modélisation et de la prévision en utilisant des modèles mathématiques pour anticiper des impacts d'évolution économique, démographique ou environnementale. Donc moi personnellement, je me suis spécialisé en gestion actif-passif, en ALM, pour Asset and Liability Management en anglais. Donc c'est un domaine situé au croisement de la modélisation et des prévisions, de l'évaluation des risques et de la conformité réglementaire. Donc travailler dans ce domaine offre une vision transversale des différentes unités opérationnelles d'une compagnie d'assurance. Et les études ALM menées peuvent fournir une analyse croisée des risques et de rendement, de profitabilité. Et ça peut orienter les stratégies d'investissement ainsi que le développement des nouveaux produits. C'est vraiment très intéressant et détaillé ce que tu viens de nous partager, Đức Hiển. Tu as aussi travaillé sur les projets tels que l'allocation stratégique d'actifs et le calcul des fonds propres économiques. Peux-tu nous en dire plus sur ces aspects spécifiques? Oui, bien sûr. Donc, commençons par l'allocation stratégique d'actifs. Donc, le bilan d'une compagnie d'assurance, comme celui de toute autre entreprise, est constitué d'un passif et d'un actif. Donc, au passif, on trouve principalement les fonds propres et les provisions techniques, qui représentent en quelque sorte les engagements de l'assureur envers les assurés. Et en face, à l'actif, se trouvent les investissements de la compagnie, tels que les obligations, les actions, de l'immobilier, etc. Donc, l'allocation stratégique d'actifs consiste à définir une répartition optimale des investissements sur le long terme en tenant compte des engagements de la compagnie envers ses assurés, de ses objectifs financiers afin d'optimiser le couple rendement-risque et des contraintes réglementaires telles que la solvabilité et la liquidité. Donc, plusieurs facteurs influencent l'allocation stratégique d'actifs. Donc, il y a les engagements du passif. Il faut tenir compte de la structure des passifs, tels que la durée, les taux garantis, etc., qui peuvent rider l'allocation d'actifs. Donc, par exemple, les engagements de longue durée nécessitent des actifs à long terme, comme les obligations. Ensuite, il y a la réglementation. Par exemple, en Europe, Solvabilité 2 impose des exigences de capital en fonction du risque de chaque classe d'actifs, ce qui influence le choix d'investissement. Il faut tenir compte aussi de l'environnement économique, tels que les taux d'intérêt, l'inflation, ainsi que les perspectives de croissance économique dans les décisions
d'investissement d'actifs. Et enfin, il ne faut pas oublier la tolérance au risque qui dépend de la politique interne de gestion des risques de chaque assureur. Donc maintenant, passons au calcul des fonds propres économiques. Donc, les fonds propres économiques de l'assureur reflètent la véritable solidité financière de l'assureur en tenant compte des risques qu'il porte et de la valeur économique de ses actifs et passifs, et en fournissant une vision réaliste de sa capacité à absorber les chocs et à maintenir ses activités. Donc, l'idée du calcul des fonds propres économiques en assurance est similaire aux travaux de valorisation d'une entreprise dans le métier de fusion-acquisition, M&A, en projetant des cash flows futurs de cette entreprise sous certaines hypothèses, et enfin en faisant la somme actualisée des résultats futurs. Donc pour ceux qui souhaitent découvrir davantage sur ce sujet, les supports de cours gestion actifs-passifs que j'enseigne à l'Université Paris-Dauphine sont disponibles sur la page d'accueil de notre SaaS Solvency Lab à l'adresse solvency.fr. Merci beaucoup Dorian pour cette introduction à des notions de base du métier d'actuaire en assurance. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, le parcours et les compétences nécessaires pour devenir actuaire. Tu as un parcours impressionnant avec des expériences variées chez Covéa, AXA et maintenant avec ta propre entreprise, Solvency. Quel a été ton cheminement pour devenir actuaire et quelles sont les compétences, selon toi, nécessaires pour réussir dans ce domaine? Oui, donc j'ai suivi une formation en mathématiques appliquées avant de me spécialiser en actuariat lors de ma dernière année d'études du master. Donc mon parcours académique est assez atypique. J'ai effectué au total 6 années d'études supérieures et changé d'établissement à 2 reprises. Donc, j'ai commencé par une première année de licence en économie-gestion à l'université Paris-Est Créteil, avant d'intégrer l'université Paris-Dauphine en deuxième année dans la filière mathématiques et informatique appliquée. J'y suis resté jusqu'au master 1 en mathématiques appliquées, puis j'ai rejoint l'ENSAE où j'ai réalisé les 2 dernières années du cycle d'ingénieur. Et c'est à l'ENSAE que j'ai rédigé mon mémoire d'actuariat dans le cadre de mon stage de fin d'études chez AXA afin d'obtenir le titre d'actuaire. Du coup, quels sont les outils et compétences techniques les plus importantes pour un actuaire aujourd'hui? Donc moi, je dirais une solide connaissance en mathématiques appliquées, telles que la statistique, la probabilité et les mathématiques financières. En outre, plus on élargit ses compétences dans des domaines connexes, mieux on peut exercer le métier d'actuaire. Donc parmi ces domaines, on peut citer l'économie, la finance de marché, la finance d'entreprise, la comptabilité qui est très important, ou encore de la programmation. D'accord. Et du coup, quelles sont les compétences soft skills nécessaires? Je pense que la communication est primordiale. Donc, les modèles et formules mathématiques sont conçus pour représenter de manière quantitative un concept, une vision ou une problématique de la vie réelle et pour en trouver une solution. Donc, dans le domaine de l'actuariat, derrière les chiffres obtenus à partir des modèles actuariels complexes se cachent des messages importants qu'un bon actuaire doit être capable de transmettre aux autres métiers de l'assurance ou au top management par exemple. Donc cela doit être fait sans nécessairement entrer dans les détails de modélisation. Donc les soft skills nécessaires pour assurer une bonne communication incluent la capacité à résumer et synthétiser les résultats, la faculté de simplifier les concepts complexes et enfin la compétence à transmettre des messages de manière claire et concise. Ainsi, pour être un bon actuaire, il ne suffit pas de maîtriser les compétences techniques actuarielles, il faut également développer des aptitudes en communication et en vulgarisation indispensables pour rendre les analyses compréhensibles et exploitables partout. En tant que fondateur de Solvency, en quoi tes missions actuelles diffèrent-elles de celles que tu occupes auparavant? Dans ma vie précédente, en tant que salarié, le planning de l'année était plus ou moins défini dès le début. Je me concentrais sur mon travail sans trop me soucier des aspects financiers car je recevais un salaire fixe chaque mois, plutôt confortable par rapport à mon mode de vie relativement simple. Donc aujourd'hui, avec Solvency, j'alterne entre les missions chez les clients, le développement de notre SaaS Solvency Lab,
mais aussi le développement du volet commercial pour agrandir notre portefeuille de clients. Donc, la gestion du temps n'est pas évidente. Il faut également penser à la trésorerie de l'entreprise afin d'assurer sa survie pour continuer à développer Solvency Lab, mais aussi pour envisager à terme de constituer une équipe de développeurs et d'actuaires. Donc, cette voie de l'entrepreneuriat est certes beaucoup plus incertaine et exigeante, parfois stressante, mais elle est aussi bien plus motivante et enrichissante pour moi. J'ai désormais un objectif clair et une ambition forte avec Solvency. Enfin, en tant que développeur de Solvency Lab, j'ai aussi beaucoup plus de liberté pour explorer des idées, conceptualiser des modèles adaptés à mes besoins et développer des fonctionnalités que je juge optimales. C'est une liberté que je n'avais pas dans ma vie précédente où je me contentais d'utiliser des logiciels ALM conçus par d'autres. Excellent. Merci beaucoup, Duc Nguyen. Maintenant, on va passer à la troisième partie, l'impact de l'intelligence artificielle. Je sais, on en parle partout, mais je pense que maintenant, ça fait partie de notre vie quotidienne. Et du coup, ça va intéresser notre audience de savoir quels sont les défis et les opportunités éthiques de son usage, surtout dans ton métier. Tu peux nous expliquer comment l'intelligence artificielle est intégrée dans tes missions actuarielles? Donc, au sein de notre SaaS Solvency Lab, j'intègre les avancées de l'intelligence artificielle afin d'accompagner au mieux les utilisateurs dans leurs études ALM. Donc, actuellement, nous nous concentrons sur les modèles de langage pour développer des agents IA capables de répondre aux questions des utilisateurs en s'appuyant sur les connaissances de modèles LLM sous-jacents, la base de documentation de Solvency Lab, mais aussi des données supplémentaires importées par les utilisateurs, par exemple via les fichiers PDF. Les agents IA peuvent aussi planifier des plans d'action en réponse à des tâches demandées par l'utilisateur et enfin suggérer ou même activer des fonctionnalités adaptées de Solvency Lab pour accompagner les utilisateurs dans la réalisation de leurs tâches. Nous envisageons également d'intégrer d'autres types d'IA, notamment pour l'analyse des résultats de modélisation, car l'intelligence artificielle ne se limite pas au seul modèle de langage. Et avec tes expériences, quels sont les enjeux éthiques que tu rencontres dans ton travail avec l'IA et quelles sont les précautions à prendre pour justement éviter les biais dans les modèles actuariaux utilisant l'IA? Donc il faut parler d'abord de la protection des données et de la confidentialité. Parce que les utilisateurs peuvent être amenés parfois à importer des données sensibles, notamment des résultats financiers par exemple, qui nécessitent une protection stricte. Donc là, l'enjeu consiste à assurer la confidentialité et la sécurité des données en conformité avec les réglementations telles que la RGPD. Donc, pour ça, il faut envisager des solutions pour sécuriser les données et permettre à l'utilisateur de garder un contrôle total sur leurs données. Ensuite, parlons du biais et de l'équité. Le problème des modèles LLM, mais ainsi d'autres outils d'IA, c'est qu'ils peuvent reproduire ou amplifier des biais présents dans les modèles sur lesquels ils ont été formés. Donc l'enjeu est de garantir que les données utilisées, telles que ça peut provenir des documents en interne ou des données importées par l'utilisateur, ces données-là, il faut s'assurer que ça soit fiable et représentatif. Donc, il faut identifier et corriger ces biais pour éviter les décisions ou recommandations injustes. Donc pour faire ça, on peut effectuer des tests réguliers sur les cas d'utilisation spécifiques pour identifier d'éventuels biais. Il y a aussi d'autres techniques telles que le prompt engineering ou autres au sein des modèles LLM afin de limiter les biais. Du coup, à ton avis, quelles sont les compétences en intelligence artificielle que les actuaires de demain devront acquérir? Donc, cela dépend des aspirations et du degré d'implication des actuaires dans ce domaine en constante évolution. On peut se limiter à un rôle d'utilisateur des outils d'intelligence artificielle pour améliorer notre travail ou bien développer des applications actuarielles en s'appuyant sur ces modèles d'IA conçus par des tiers via des API par exemple, comme nous le faisons actuellement au sein de Solvency.
En revanche, si vous souhaitez développer vous-même des modèles d'IA complexes, tels que ChatGPT ou autres, il serait préférable d'envisager de rejoindre des entreprises informatiques disposant des ressources importantes et de vous consacrer à des travaux de recherche et de développement. Toutefois, dans ce cas-là, je pense que vous vous éloignez un peu du métier traditionnel d'actuaire. Penses-tu que l'IA puisse, à terme, remplacer certaines tâches actuarielles? Et si oui, lesquelles? Je pense que oui. Déjà, toutes les tâches opérationnelles et répétitives qui ne nécessitent pas une réflexion actuarielle complexe peuvent être automatisées. Donc, ce n'est pas de la science-fiction, mais une réalité aujourd'hui. Par exemple, les calculs de provision, la segmentation clientèle, parfois la tarification ou le traitement des sinistres, ou même les travaux de préparation des scénarios économiques au sein des modèles ALM, par exemple, peuvent être réalisés partiellement ou en totalité par l'IA. Écoute, on a passé 4 parties ensemble et maintenant on va attaquer la 5e partie de notre podcast, l'avenir du métier d'actuaire. Avec tous ces changements, comment tu vois l'avenir de ce métier et quels sont les défis et les opportunités à venir? Donc, comme déjà discuté, de plus en plus de tâches traditionnellement réalisées par des actuaires sont et seront remplacées par l'IA. Donc, cela libère du temps pour permettre aux actuaires de se concentrer sur le cœur de leur métier. Donc, le rôle de l'actuaire dans l'avenir sera orienté vers une collaboration avec les outils d'IA, à mon avis. Donc, il faut préparer les professionnels aux évolutions du métier et repositionner l'IA comme un outil d'amélioration et non comme une menace pour les actuaires. Donc, il faut envisager des solutions, encourager la montée en compétences des actuaires sur les technologies liées à l'IA et sur l'interprétation des résultats afin d'élargir leur rôle et d'assurer leur valeur ajoutée. Et y a-t-il des domaines émergents dans l'actuariat que tu trouves particulièrement prometteurs pour l'avenir? La réponse est toujours la gestion active-passive. Domaine de spécialité. Et je pense que la gestion active-passive est depuis toujours le cœur métier en assurance et ça va encore évoluer très vite à l'avenir avec toutes les avancées technologiques. Écoute, maintenant on va passer à un cadeau traditionnel exclusif que Finidea souhaite à offrir à nos audiences, les fidèles qui ont resté et écouté notre podcast jusqu'à maintenant. Vũ Đức Hiển, as-tu des conseils à donner aux jeunes qui souhaitent entrer dans cette profession? Oui, donc en France, pour être admis à l'Institut des actuaires, il est nécessaire de suivre une formation de niveau Bac+5 dans l'un des établissements éligibles, disposant d'une convention de partenariat avec l'Institut des actuaires. Alternativement, il est possible de suivre une formation continue après être entré dans le monde professionnel. Donc vous pouvez trouver la liste exhaustive de ces établissements sur le site de l'Institut des actuaires, institutdesactuaires.com, dans la rubrique Devenir actuaire. Du coup, quels sont les choix de formation ou d'orientation professionnelle qui sont cruciaux selon toi? Moi, je pense que des formations en mathématiques appliquées, en statistiques, probabilité et finances quantitatives sont recommandées. Ensuite, le choix entre les deux voies de formation pour devenir actuaire, entre la formation initiale ou la formation professionnelle, dépend de votre situation personnelle et de vos compétences. Toutefois, si vous êtes certain de vouloir exercer le métier d'actuaire en France, je pense qu'il est important d'anticiper cette décision tôt afin d'orienter votre parcours en conséquence. Merci beaucoup Vũ Đức Hiển pour cet échange inspirant et éclairant. On arrive à la fin de notre podcast. Nous avons appris énormément de choses sur le métier d'actuaire, les compétences techniques nécessaires et les impacts grandissants de l'intelligence artificielle appliquée dans ce domaine. C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Merci Maï et Finidea pour cet échange. Pour ceux qui souhaitent savoir davantage sur l'actuariat, sur la gestion active-passive ou l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à me contacter
ou à vous rendre sur le site de Solvency à l'adresse solvency.com. Suivez-nous sur Finadia pour les prochaines podcasts de Finadia et envoyez-nous les questions concernant vos projets professionnels vers la banque Finan Assurant. À très bientôt!